Alors, on va démarrer. Bon, vas-y Pablo. Bonjour à tous, toutes. Tout d'abord, pardon pour le retard. C'est ma faute. Je m'en excuse parce que ça c'est un manque de respect. De toute façon, c'est le tour à vous. Comme dans les différents moments pendant la saison, on voudrait faire un point, bilan, pour répondre à toutes les questions, même d'actualité, sur la saison, sur les moments actuels. Et comme on dit toujours, ça limite des questions, limite du temps, pour ça que c'est le temps à vous. On échange avec toute la transparence et toute la honnêteté qu'on peut avoir, mais surtout, bon, sans limite de temps, sans limite de questions, jusqu'à tous les moments que vous êtes au complet de toutes les questions que vous voulez aborder. Merci. Allez, alors on va commencer. Karim. Pablo, bonjour. Comme c'est le moment de faire le bilan, on s'est quitté samedi soir après une triste soirée à Ajaccio. En toute transparence, quel est le bilan du président de l'Olympique de Marseille après cet exercice 2022-2023 marqué par des hauts et des bas? Bonjour, on peut rentrer dans le général. Après, je crois que c'est un bon moment de rentrer dans des particularités. Je crois que ça, c'est une question qu'on peut rentrer dans beaucoup de détails. Si on fait l'analyse, après la responsabilité d'un dirigeant, un président du club, de cette institution, c'est toujours de chercher de balancer les choses, de chercher de rentrer les choses avec l'équilibre et avoir un peu de froid dans l'analyse, spécialement parce que si quelqu'un, je m'imagine, comme quels que soient les supporters de l'OM, après les ridicules qu'on a fait samedi, me demande, ça pourrait être bien différent à ce que je pourrais faire aujourd'hui de lundi. Je considère que c'est une saison marquée pour 3 moments. En plus, c'est une saison très longue, parce que cette Coupe du Monde, c'est particulier. Ce n'est pas une excuse pour personne, tout le contraire. Tout le monde a joué dans les mêmes conditions. C'est vrai que beaucoup de clubs européens ils sont des pauses de mois, mais c'est vrai qu'en tant que dirigeant, avoir ces Coupes du Monde, ça te fait que la saison c'est tellement longue que je me rappelle le début de Kolasinac à Monaco, que c'était comme s'il était il y a 2 ans. Je crois que les très moments pendant la saison sont les moments jusqu'à la Coupe du Monde, avec la participation dans une Coupe européenne. Les moments après la Coupe du Monde jusqu'à Paris-Annecy. Et un moment après Annecy, si je peux me permettre d'analyser la saison en 3 moments. Première partie de la saison, je considère qu'on savait fixer les objectifs au commencement de la saison de qualifier à la Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Si vous me dites on est arrivé à l'objectif, je dirais pas encore. Parce que finalement, je crois que ces playoffs, on doit les considérer comme un extra life qui te donne la qualification, même si pourrait être une chose complètement contraire, la 3e avec toutes les équipes européennes qui pourraient être qualifiées face à ces championnats et gagner l'Europa League. Pour ça qu'il y a des différentes circonstances. L'objectif toujours à l'Olympique de Marseille, ça doit être de qualifier à la Ligue des Champions, même pour le projet, c'est très important. Cette première partie de la saison, c'est quelqu'un m'aurait dit, bon, vous allez finir 3e à la fin de la saison quand on s'est vu en Angleterre avec toutes les difficultés des changements, j'aurais été content. Après, c'est toujours la façon, c'est toujours rentrer dans des différents détails. Je considère que la participation en Coupe, en Ligue des Champions, ça nous a fait agrandir, à dire la vérité. 6 points, c'est un bilan plus positif que dans les passés, spécialement parce qu'on avait la qualification dans les derniers matchs jusqu'au temps final. Et en même temps, à chercher de balancer, ce n'est pas quelque chose d'acceptable de perdre toute la participation européenne dans les derniers moments d'un match. Spécialement parce qu'en participation européenne, on honore les clubs. Il y a une deuxième partie de la saison pour moi
que c'est après la Coupe du Monde, dans laquelle je considère qu'on a fait une très bonne préparation à Marbella et ici à Marseille, dans laquelle on a bien travaillé à niveau physique, à niveau de poser des concepts de jeu, et je crois que c'était le meilleur moment de la saison à niveau des résultats. C'est vrai une chose, pour dire avec toute l'honnêteté, ces périodes positives des résultats, ça a commencé avec un moment dans lequel on n'était pas brillant au niveau technique, spécialement dans l'animation offensive des jeux. C'est vrai qu'on a une tendance très positive dans laquelle on a vécu beaucoup avec des différents buts dans des situations particulières de jeu, que ça compte aussi, hein, des coups de pied arrêtés, etc. Mais l'animation offensive, ce n'était pas du tout la plus positive. Jusqu'à arriver à cette semaine de Paris Saint-Germain et Annecy, dans laquelle je crois que ça change en tendance, naturellement. Là, je dois dire qu'il y a une chose que sont des choses que ça m'a moins plu pendant la saison, que c'est la perte d'humilité qu'on a eu pendant ces moments très positifs. Ça peut être le moment que beaucoup de gens ont ressenti le confort, et on a perdu l'humilité. Dans le moment qu'un groupe humain, des présidents jusqu'au dernier joueur de l'effectif, on perd l'humilité. Et je vais mettre un exemple, que j'assume les premières, et j'assume mes responsabilités. J'avais donné une interview le lendemain du match de Coupe de France, quand normalement, vous savez, c'est difficilement que je donne des interviews, des entretiens individuels. Et en plus, je le faisais un entretien bien posé de 2 heures après un match. Impossible que je donne une interview après un match. Ça veut dire que j'étais le premier contagié par cette euphorie dans l'ambiance. C'est ma faute et c'est humiliant. Dans le moment que, quel que soit le groupe, l'ambiance qui perd l'humilité et la dimension de la réalité, c'est une grande faute. Après ces moments, je crois qu'on avait fait une chose positive, que c'était quand même, dans des moments négatifs, cette équipe jamais avait tombé pendant la saison, dans des différents moments. On peut dire après Tottenham, on a eu la réussite contre Lyon-Monaco. Après la défaite d'Annecy, on s'est remis, on a gagné à Rennes dans un match plutôt compliqué. On sait comment c'est compliqué de jouer là-bas à Rennes. Sans être très brillant, parce que cet style de jeu, il demande un niveau physique et de concentration. Et comme j'ai dit aux joueurs, dans les vestiaires, ça c'est un message que j'avais fait passer, pas à 90%. À 90% avec cet style de jeu, c'est pas quelque chose d'acceptable pour avoir des résultats. Même si on n'était pas mentalement au maximum, cette équipe, il avait posé un niveau minimum de jeu que ça nous a porté à faire encore de bons résultats. Jusqu'à arriver à un moment contre Lens, dans lequel il y a des questions, non? Dans les moments que tu perds ce match contre Lens, c'est vrai que dans ces moments, la négativité s'installe dans l'ambiance. Une chose, dans le moment que tout groupe humain il perd ses objectifs, c'est normal qu'il y a du relax. C'est dans tous les championnats. Si on voit les résultats de dernière journée dans tous les championnats. Mais en même temps, il y a un respect pour l'institution, pour ce que signifie, pour finir dans une tendance positive. Que ce qu'on a vécu peut-être les dernières 4 semaines, c'est pas acceptable. Ça aide à prendre quelques décisions, à dire la vérité. Tous les actes ont des conséquences, spécialement dans un club. Tu ne peux pas jouer contre Brest, ton dernier match avec une saison dans laquelle ton stade il était à guichet fermé toute la saison et pas honorer ce match. Après tout ça, tu ne peux pas aller jouer à Ajaccio dans lequel il y a des gens qui se déplacent avec toi. Il y a des gens qui se déplacent avec toi et pas honorer ce match pour finir dans une tendance négative. En plus, en sachant qu'il y a un play-off dans lequel tu dois arriver dans les meilleures des conditions pour faire cette extension de la saison. Je dois admettre que tout le monde a fait des erreurs dans ces dernières semaines aussi, mais à quelqu'un, comme je me considère qu'on perd un match amical et je suis en colère, cette finale de la saison, ce n'est pas plaisante. En plus, dans une ambiance dans laquelle je crois que tout le monde il a été à la hauteur pendant toute la saison,
se permettre ce final de la saison, c'est quelque chose d'étonnant, mais c'est quelque chose que ça va avoir quelques conséquences. Benjamin. Bonjour. Le club s'est stabilisé ces dernières saisons. Clairement, on voit que l'OM se positionne sur le podium 3 fois sur les 4 dernières saisons. Économiquement aussi, il semble être stabilisé. Quelle est votre vision du coup pour les saisons à venir, celle qui vient? Est-ce que le projet se doit d'être encore plus ambitieux, viser plus haut, viser le titre très clairement en championnat, ou est-ce que le projet reste le même, savoir une qualification en Ligue des Champions année après année? Là, bonjour, tout d'abord. On est rentré dans une situation plutôt positive, non? Il faut sortir après et prendre de la hauteur, pas se laisser prendre pour les émotions peut-être des derniers mois. Et c'est vrai qu'il y a des différentes circonstances qui sont plutôt quelque chose qui sont positives, non? Avec tout le respect, il y avait un club dans lequel c'était une machine de perdre de l'argent. On a stabilisé à niveau économique le club jusqu'à arriver dans ce moment dans une situation qui est en tendance plutôt positive avec un avenir encore plus positif. Ça, c'est la première chose pour stabiliser un projet. Dans les moments qui tient une stabilité économique dans lesquels c'est possible de pouvoir construire avec des bases qui sont solides. La première base, c'est la stabilité économique d'un club. La deuxième chose qui était la priorité, non? Depuis les premiers jours, on a dit que la première chose, c'était de donner de la stabilité du résultat sportif. Rien n'est légitimé s'il n'y a pas un résultat sportif à côté. La stabilisation de chercher, on sait comment, dans des différents championnats, c'est compliqué. Encore en plus, peut-être ici en France, on prend la tendance des dernières saisons. Normalement, il tend à une irrégularité que c'est important. Chercher de faire en deuxième position, en troisième position, on doit continuer dans cette tendance, sans jamais se poser des limites. Toujours un peu la tendance qu'on voudrait avoir, dans ce projet, c'est plutôt d'être le plus en note possible, le plus préparé possible, comme beaucoup des équipes dans des autres championnats, dans le moment qu'il y a une différence importante à niveau économique entre des clubs. Tu dois être prêt dans le moment que les autres équipes, ils n'ont pas tous les résultats qui sont l'ambition. Nous, on doit être toujours à la hauteur, avec un résultat sportif le plus équilibré possible, et avec un résultat naturellement économique le plus équilibré possible. En plus, comment être ambitieux? Je ne crois pas dans le football avec des injections économiques très fortes pour arriver ou de prendre des risques. Ce qu'on fait, c'est de destiner la plus grande part des ressources dans une façon raisonnable pour la construction de l'équipe. Ça, c'est la première des choses. Après, il faut être intelligent. Il faut être intelligent à créer des bilans économiques avec des plus-values. Il faut être intelligent à chercher de maximiser tous les revenus traditionnels dans un club de football. La billetterie, que c'était un grand objectif de cette saison, d'avoir un stade qui soit avec nous tout le temps, c'est très important. C'est très important aussi pour la continuité d'un projet. Tout se rétroalimente. Les résultats sportifs, ça dépend à que beaucoup de choses sont nourries de beaucoup de concepts positifs. À niveau institutionnel, je crois que pendant la dernière saison, on a fait des pas en avant qui sont plutôt importants. Au sein des clubs, avec un niveau de dirigeants, on a trouvé une certaine stabilité que je considère ça très important, spécialement parce que je considère que le niveau de tous mes collaborateurs, maintenant, je me sens très à l'aise dans ma position de président. Ce sont des indicateurs positifs que ça rappelle à l'ambition et ça rappelle à que la prochaine saison encore, on doit être concentré dans réussir dans notre résultat sportif, toujours dans une tendance de tout ça que c'est autour de l'effectif premier et de pouvoir valoriser les clubs soit le plus haut possible. Mourad. Bonjour Président. L'actualité, c'est aussi le départ d'Igor Tudor.
Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous allez changer d'entraîneur pour la 3e fois depuis que vous êtes président, sans en avoir licencié aucun. C'est les entraîneurs qui demandent à partir. Or, on sait que normalement, la stabilité, ça aide à l'établissement d'un projet sportif. Est-ce que ce club qui peut-être fatigue un peu ses entraîneurs rend difficile la mise en place d'un projet sportif, ou est-ce que pour vous, vous dites que ça vous convient parce que c'est le football moderne où les cycles sont très courts? Est-ce que ça ne vous embête pas, en fait, ces changements d'entraîneurs qui ne sont pas de votre fait? Il y a beaucoup de questions, non? Niveau positif et niveau négatif dans la stabilisation. Toujours penser à donner l'importance d'un club de football à un entraîneur, c'est toujours une erreur. Spécialement parce que, comme on répète depuis le commencement de cette saison, il y a 3 niveaux. L'institution, c'est le club, les entraîneurs et les joueurs. L'autre niveau, ça c'est aussi d'avoir en considération le contexte. C'est un contexte très demandant, très demandant, dans lequel tu dois toujours pas être dans la figure de l'entraîneur à 100%. Tu dois tenir un niveau d'énergie peut-être à 200% ou à 300%, spécialement si tu veux avoir réussi, spécialement parce que l'autorité et la figure dans le leadership de l'entraîneur dans un club comme l'Olympique de Marseille et toute la charge émotionnelle qu'il tient, c'est très demandant. Pour ça que peut-être que dans de certaines ambiances en 100%, c'est suffisant. Ici, en 100% d'un entraîneur, à dire la vérité, c'est pas tout à fait suffisant. Plus un concept que je considère que toujours à ouvrir des cercles avec un entraîneur, c'est positif. Ça, c'est une chose que c'est important. Je ne suis pas, peut dire, content d'avoir suivi la démission de Jorge Sampaoli le juillet dernier, ou maintenant d'avoir appris avec Igor Tudor et d'avoir accepté un peu tous les arguments qu'il nous a donnés comme club, de ne pas chercher de continuer. Tout à fait. Comme club, c'est plus facile de continuer en idée parce que tu as une base de construction à niveau technique que c'est plus important. D'autre côté, le football moderne, ça te dit aussi que Borussia Dortmund, ils ont été là-bas jusqu'à la dernière journée, dans la dernière saison, un entraîneur, il n'a pas fait plus d'un an. Bayern Munich, depuis que Guardiola, que tout le monde considère, bon, pas dernièrement, Bayern Munich, comme l'examen de la stabilité dans un club de football, après Guardiola, c'est difficile la continuité d'un entraîneur. Séville, ils ont gagné cette saison-là l'Europa League avec 3 entraîneurs différents. Comment mettre en balance tout ça? Je crois que c'est important la stabilité d'un coach parce que ça t'aide à la construction d'un projet, spécialement avec des concepts techniques et qui donnent continuité en idée de jeu. Mais en même temps, ça te dit que la société actuelle, on habite tellement dans la société du immédiat que ce qu'il a fait il y a 3 mois, ça compte plus et que compte ce que tu as fait les derniers week-ends. Ça devient de plus en plus difficile la stabilité dans une société du immédiat. Même vous, non, dans tous les médias, ce qui s'est passé aujourd'hui en FR, demain matin, c'est déjà passé, c'est plus d'actualité. Mathieu. Bonjour Pablo. J'avais 2 petites questions. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, que ça allait avoir peut-être des conséquences là à la fin de saison. Donc je voulais savoir si tu pouvais préciser ta pensée sur ces possibles conséquences de ce que tu as vu sur les dernières semaines. Et après, je voulais te parler d'Alexis Sanchez. Forcément, faire un bilan un petit peu de sa saison dans tes yeux et se projeter sur l'avenir. On sait qu'il a des belles offres, notamment d'Arabie Saoudite, où il y a pas mal de vétérans qui sont convoités. Voilà, est-ce que tu espères le garder ou ça en est? Voilà, savoir un petit peu l'avancée. Sur la première question des conséquences, c'est important de dire. Quand tu joues à l'Olympique de Marseille, même les matchs amicaux, on l'a vu cette pré-saison, sont pas des matchs purement amicaux. Et c'est que c'est le niveau de compromis, le niveau d'engagement personnel dans ce que tu fais et l'amour pour ce que tu fais, c'est pas négociable. Parce que si on tient un discours depuis les premiers jours d'exigence et de la rigueur, tu ne peux pas jamais accepter comment on a fini cette saison. Et c'est la responsabilité de tous.
Quelles conséquences? Ça te change, pas dans un pourcentage du 100%, mais aussi la vision de quelque chose quand il doit faire le bilan final de la saison à titre individuel, spécialement parce qu'ici, pour jouer à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas négociables. Non? La personnalité, faire du vélodrome ta force. Je crois, et ça c'est quelque chose que ça m'a beaucoup blessé, jouer contre Brest, et je répète, un stade qu'il était avec nous toute la saison. Toute la saison. Et faire ça pour ton dernier match à domicile, c'est pas avoir beaucoup de respect pour l'institution, même pour toi-même. Et je tiens ça pour l'analyse de tout le monde. C'est pour ça que oui, ça change et je crois qu'on a besoin de plus de personnalité et plus de courage et plus de quelqu'un qui peut tenir la situation en main et beaucoup plus de leadership dans son intérieur parce qu'il y a des situations qui sont complètement inacceptables, même lamentables. Comme je vous ai dit samedi à quelqu'un d'entre vous après le match. Alexis, je considère que la saison d'Alexis était une saison positive. Dans la vie, il y a des différentes questions qui sont importantes. Un, c'est l'exemplarité. Je crois qu'Alexis, sur le niveau technique et sur le quotidien, c'était un exemple de travail. Spécialement, c'est un leader, comment on dit, dans les différents niveaux de leadership, c'est un leader exemplaire. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépenses d'énergie physique et mentale, mais il était exemplaire dans tous ses comportements pendant la saison. En plus, dans les terrains, c'était les joueurs plus déterminants. Ce sont là-bas les chiffres que nous sont donnés, qu'on considère que c'est une très bonne saison, spécialement sur les plans techniques et les plans des stats. Je crois qu'Alexis, il a récupéré un niveau de chiffres, des niveaux qu'il n'avait pas depuis 6 ou 7 ans. Peut-être que quelqu'un il a la date précise. En plus, c'est quelqu'un que son niveau d'exemplarité, ça nous porte à lui proposer de continuer avec nous. On a eu des discussions avec son agent Fernando Felicevic, dans lesquelles on a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui, spécialement parce que dans la vie, il y a une chose, mais dans toutes les professions, dans toutes les choses qu'on veut faire dans la vie, que c'est le niveau. Je crois que les 99,9%, on est d'accord qu'Alexis, c'est un niveau international et c'est un niveau que c'est très haut. Et là-bas, on peut compter de différentes circonstances, mais notre intention serait de continuer avec Alexis, spécialement parce qu'il nous a apporté beaucoup de très bonnes choses. Après, les chiffres économiques, c'est comme tout. Maintenant, avec la montée en puissance des championnats en Moyen-Orient, spécialement l'Arabie Saoudite, comme on voit dans l'actualité des derniers jours, ça pose la question à beaucoup de joueurs en Europe s'ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est acceptable, hein, chacun. Avec ses carrières, il fait ce qu'il a à faire. L'argent de chacun, c'est l'argent de chacun. Mais aussi, je crois qu'ici, il a trouvé une ambiance où il s'est senti aimé et respecté. Bruno. Oui, bonjour Pablo. Justement, êtes-vous confiant ou pas sur Alexis? Parce qu'on a compris que le club voulait le garder, mais dans les premiers échanges que vous avez eus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait dire qu'il peut être encore à l'OM la saison prochaine? Tous les deux, on est à l'écoute. Et à dire la vérité, la discussion, ça a commencé dans une façon positive. Après, il vient la suite. Je crois que Javier, hier, il a parlé avec Fernando Felicevic. Il a beaucoup de discussions dans les derniers jours. Maintenant, on est dans des conversations. L'été dernier, on avait dit qu'il serait un contrat d'un an plus un an et que tout le monde se parlait à la fin de la saison. On est en train de discuter. Je crois qu'aussi, à niveau de respecter Alexis, la proposition qu'on a faite, c'était plus intéressant que les salaires qu'il avait pendant cette saison, pour dire un exemple de jusqu'à quel point on respecte Alexis. Spécialement parce qu'avec la performance qu'il a eu pendant cette saison, offrir les mêmes chiffres, ça serait quelque chose de pas respectueux vis-à-vis de lui. Est-ce que vous donnez une date
Parce que si vous n'avez plus Alexis Sanchez, il va falloir recruter un autre attaquant et c'est souvent compliqué. Le premier rendez-vous, c'est le coach. Mais il y a des objectifs qui sont très importants pour nous dans la construction de l'effectif, comme sont les joueurs actuels, comme c'est le cas d'Alexis, dans lesquels on voudrait avoir des réponses les plus tôt possible. Mais c'est donner des rendez-vous fixes, on voudrait une réponse avant de mercredi. On a fini le championnat encore samedi. Romain. Bonjour Président. Jeudi, c'était la conf de départ d'Igor Tudor, donc c'était un peu déplacé devant lui de parler de sa succession. Maintenant, il est plus là, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le futur coach, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de signes avant-coureurs et votre expérience vous pousse à anticiper cette situation. Quand on a vu Igor se présenter face à nous pour défendre son bilan à la fin de chaque match, on pouvait se douter que c'était bientôt la fin, donc vous avez eu le temps de penser à la suite. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des discussions avec plusieurs techniciens? Est-ce que vous avez un profil ciblé, des contacts établis? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a des contacts, oui, c'est normal, sinon ça serait une responsabilité de notre côté. Ce que c'est important spécialement, c'est de bien établir les profils du coach et de bien connaître les coachs pour pouvoir bien ouvrir un cercle qui soit le plus, avec la plus de réussite possible dans ce club. C'est très important spécialement d'avoir des différentes choses en considération. C'est le profil des coachs, comment sont les relations à niveau hiérarchique dans le club. Il y a des choses ici qui sont, comme j'ai dit depuis le premier moment, innégociables. Les 3 différents niveaux d'autorité, ça c'est une chose que c'est important, et une ligne rouge. Et surtout de bien donner de la continuité à des valeurs qu'ensemble à Igor on a mis en construction, qui sont très importantes pour cette institution, comme c'est le travail, la culture du travail, la rigueur, l'exigence et la discipline. Ça, ce sont des choses qui sont innégociables. Avec un troisième, naturellement, que c'est un style de jeu qui correspond aux souhaits des clubs, mais les souhaits des clubs, à dire la vérité, ça dépend beaucoup de ce qu'on attend tout le monde, de nos joueurs et de ce qu'on voit dans le terrain. Spécialement, je comprends qu'il y a des différents styles qui ne collent pas avec Marseille. Tu peux gagner avec beaucoup d'idées dans le football, non? Mais ici, ce n'est pas négociable. Il y a un style qui doit être clé. Parce que spécialement, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel. Et comme tous les publics passionnels, tu as besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock and roll, un peu de pimenté dans la façon de jouer à niveau offensif, spécialement un jeu de position offensive, de se déplacer dans le terrain adversaire, comme on a vu dans le passé, ou même pendant cette saison, dans quelques matchs, attention, dans lesquels tu frappes un peu jusqu'au minute 35, qu'on a des matchs aussi cette saison. C'est quelque chose que ça ne colle pas si on veut faire du vélodrome une vraie force. Flo. Président, au fond, Flo. Bonjour. Un cas qui a beaucoup fait parler, c'est celui de Dimitri Payet. On entend beaucoup de choses et assez peu de concret finalement. Il lui reste 1 an de contrat, enfin la possibilité de poursuivre 1 an. Possibilité aussi, est-ce que vous le confirmez déjà, d'activer une possibilité de reconversion au club? Voilà. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Et vous, de votre côté, est-ce que vous voulez qu'il continue 1 an de plus en tant que joueur à l'Olympique de Marseille? Ou est-ce que les désaccords qu'il y a semble-t-il eu avec le coach font que vous estimez qu'il n'a plus sa place dans l'effectif de l'OM? Il y a 1 an en plus de contrat. On n'a pas eu de conversations individuelles en regardant sa situation personnelle.
On a discuté les dernières semaines un peu de différentes visions. Comme c'est juste et c'est constructif, je crois que bien analyser la position individuelle, pas seulement de Dimitri Payet, sinon de la plus grande part de l'effectif, ça doit être en discussion constructive avec le nouveau coach qui va arriver. Je crois que ça, c'est juste. C'est vrai que c'est une conversation des deux côtés fait en consensus avec le nouveau coach dans l'analyse des effectifs, mais à dire la vérité, avec les conversations embryonnaires qu'on a eues pendant les derniers jours avec différents entraîneurs, encore on n'est pas rentré dans beaucoup de détails dans l'analyse de l'effectif. Pour moi, donner une réponse à ces questions aujourd'hui, je te dirais simplement, c'est une question à faire en consensus avec les coachs et en bien analysant les types de football qu'on veut développer, en respectant tout le monde, ça c'est important, mais surtout avec ambition, avec les nouveaux coachs, de comment on veut jouer et que l'effectif on a besoin pour remplir tous les objectifs. Je n'aime pas parler des cas individuels dans ce moment avec les nouveaux coachs. J'aime beaucoup parler avec tous les profils qu'on a à disposition, spécialement parce que la construction d'un effectif, ça doit être l'assemblage, mettre ensemble tout le monde, un groupe de 21, 22 joueurs qui doivent tous ensemble avoir le fonctionnement collectif. Le fonctionnement individuel à l'OM, ça marchera plus. Vas-y. Pablo, je voulais vous relancer là-dessus quand même, parce qu'on a beaucoup parlé du cas Dimitri ou d'autres joueurs qui jouaient peu ou qui n'avaient pas trop la cote, comme on dit, auprès de l'entraîneur. Est-ce que Igor Tudor a aussi eu sa part de responsabilité ou pas? Parce que vous l'avez toujours soutenu, l'entraîneur, ce qui est normal, et d'autant plus quand la saison est en cours avec des matchs et qu'il faut asseoir l'autorité d'un entraîneur. Mais est-ce qu'à posteriori, à tête plus froide, on peut se dire qu'il n'y a pas eu aussi un manque de souplesse parfois de l'entraîneur? Est-ce que lui aussi a peut-être commis des erreurs dans la gestion humaine de certains joueurs ou pas? Dire que ni les joueurs, ni l'entraîneur, ni les clubs ont fait des erreurs pendant une saison, ça me ressemblerait un peu de manque d'humilité, dans ce manque d'humilité que j'ai parlé dans un premier moment. Je crois que tout le monde a commis des erreurs, mais il y a quelque chose que c'est très important. Les principes d'autorité d'un entraîneur, au moins dans des clubs dans lesquels je travaille et j'espère de pouvoir continuer à travailler pendant longtemps, c'est quelque chose qu'avec les valeurs primaires qu'il doit avoir le football ne sont pas négociables. Le respect du principe de l'autorité d'un coach, c'est quelque chose que comme concept, ça doit tenir dans le temps et c'est une des choses qui sont entre les plus importantes qu'on a accompli pendant cette saison. Donner l'autorité aux joueurs, jamais c'est une bonne question. La même chose, quand tu gères un groupe dans ce cas final de la saison, 19 joueurs ou pendant un moment de la saison, 20-21 joueurs. C'est vrai qu'il faut une gestion collective dans laquelle l'intelligence émotionnelle de tout le monde, joueurs, entraîneurs, club, c'est quelque chose que c'est très basique, très important dans la gestion quotidienne d'un effectif. Gilles. Bonjour Président, j'aimerais revenir tout d'abord, j'ai deux questions. La première concerne des propos que vous avez tenus tout à l'heure sur le profil du prochain entraîneur. Si on comprend bien vos propos, puisqu'on a eu des philosophies de jeu très différentes entre Sampaoli et Tudor, on a l'impression que vous vous retrouvez plus dans celle de Tudor. Est-ce que vous comptez vraiment vous inscrire et poursuivre cette identité de jeu-là avec le prochain entraîneur? Cette identité de jeu, c'est une grande question, spécialement parce qu'il existe beaucoup de façons de jouer. Je crois que donner continuité à cette identité de jeu dans ce moment dans le monde du football actuel, je crois qu'il y aura des demi, je dirais, entraîneurs qui jouent de la même façon. Je ne crois pas qu'on va continuer tout à fait à jouer dans un marquage individuel dans tous les terrains, spécialement parce que ce type de jeu de marquage individuel, c'est une question très spécifique
Et c'est une question qu'on a vu qu'il faut tenir un niveau mental, un niveau de concentration, un niveau technique et un niveau physique, que c'est très important. Ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai que la plus grande part des entraîneurs maintenant qui jouent ce style de jeu, ils sont de différentes tendances pendant la saison en fonction des raies de concentration et des raies physiques de ces équipes. Et même les erreurs que tu commis à niveau individuel, ça se voit beaucoup. Dans le moment que tu joues un marquage individuel, un seul joueur il fait une erreur, ça commence à se transmettre dans une erreur collective. On parle plutôt de ce style dans sa façon générale. Je crois que ce type de style de jeu, on a cru au commencement de la saison que jouer un type de football physique qui gagnait des duels individuels, ça pouvait nous porter à réduire les distances avec le haut du classement. Je crois que pendant un moment de la saison, on était capable, on était à ce niveau là-bas. Et en même temps, à niveau européen, je crois qu'avoir la possibilité pratiquement jusqu'au dernier moment de qualifier en huitième de finale, c'est quelque chose qu'on a réduit un peu la distance. La saison dernière, et avec tout l'honnêteté du monde, on était content de gagner PAOK de Salonique. Et avec tout mes respects au PAOK de Salonique, c'est un club qu'il fait ses campagnes européennes. On allait à Karabakh et même on avait souffert pendant la première mi-temps. Cette saison, avec Sporting Lisbonne, qui a fait une bonne campagne européenne, Eintracht Frankfurt, qu'il venait de jouer et de gagner l'Europa League, et avec Tottenham, que c'est un club avec toutes les possibilités économiques. On ne parle pas de la tendance pendant la saison qu'on était en haut, et dans le moment final, avec tous les changements d'entraîneur, ils ont fait en finale de saison, comme les nôtres, on va se le dire. On était compétitif, que c'est quelque chose dans lequel on a fait beaucoup d'améliorations. Je crois que le football, il tend vers un football plutôt physique. Je crois que les talents, chaque fois moins, il a de l'espace dans le football parce que la différence des talents des joueurs, ce n'est pas une chose que c'est un gap énorme. Mais je crois que pour chercher de plus en plus compétitif, des effectifs chaque année plus physiques, c'est la tendance dans laquelle il tend le football moderne. Deuxième question. Ma deuxième question, toujours sur le futur entraîneur. Il y a un entraîneur qui est marseillais, qui a toujours été supporter de l'OM et qui est libre actuellement. Il y en a un autre qui est marseillais aussi, qui a évolué à l'OM et qui vient d'être sacré champion de France. Clairement, est-ce que vous avez déjà proposé ou est-ce que vous comptez proposer le poste soit à Zinedine Zidane, soit à Christophe Galtier? Dire la vérité, parler maintenant des profils individuels des entraîneurs, ça serait de notre côté un manque de respect et ça difficulterait pour tout le monde concerné. Je crois que dans les moments qu'en conversation avec un entraîneur, ça doit rester toujours dans le privé. La part qu'il fait infiltration sur des conversations, spécialement avec la figure d'un entraîneur, je crois qu'il y a des codes primaires dans le football et des codes basiques dans le football qu'en négociation club-entraîneur, ça ne doit jamais sortir. C'est un code primaire de football. Qui ne respecte pas ça, ne respecte pas les codes primaires de football. Nico. Oui. Quelles sont vos intentions, s'il vous plaît, pour la construction du prochain effectif pour la saison prochaine, à la fois peut-être en termes de nombre de mouvements et de postes à pourvoir? Et j'aurais une deuxième question, s'il vous plaît. Sur les noms des joueurs, je crois qu'encore c'est prématuré de parler de ça dans ce moment, spécialement dans les moments qu'on n'a pas encore choisi un entraîneur, dans lesquels on partage la vision et dans lesquels on ne partage pas les formations, spécialement parce que je n'aime pas trop parler des systèmes de jeu, parce que ça peut changer pendant la saison et dans des différents moments, et c'est d'accord au besoin et aux analyses de l'effectif actuel. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs encore en prêt, on a des joueurs qui finissent leur contrat, mais je considère en même temps toujours qu'en rotation, on peut dire entre 40-50% de même d'un effectif, c'est ma vision de football, peut-être en erreur ou pas, mais spécialement dans une ambiance comme Marseille avec
l'énergie mentale que ça prend un club comme ça, c'est nécessaire toujours d'avoir en rotation des joueurs à l'intérieur d'un effectif entre 40 et 50%. Il y a beaucoup de clubs qui ont cette tendance, des autres qui ont moins. Moi, je crois en ça dans la construction d'un effectif parce que je considère que c'est renouvellement avec la présence d'un coach. Peut-être parce que beaucoup de joueurs à l'intérieur d'un effectif, ils ont besoin de changer, ou un entraîneur, il a besoin de voir de nouvelles phases pour transmettre mieux ses messages ou des énergies. Ou même quand il change un nouveau entraîneur, spécialement parce que chacun il veut avoir le plus grand nombre de joueurs adaptés à sa philosophie de jeu. Je crois que c'est une tendance nécessaire dans le football actuel. Deuxième question, Nico. Et ma deuxième question sur Vitinha, quel regard vous portez sur ces premiers mois à l'Olympique de Marseille et est-ce que vous restez confiant par rapport à l'importance de votre investissement? Je réponds pour la femme. Je reste très confiant, spécialement parce que c'est un joueur qui a toutes les caractéristiques qu'on recherche d'un attaquant. Et pour ça qu'on a discuté avec des différents candidats. En général, entre tout le monde, il apprécie beaucoup le profil, spécialement parce que pour un entraîneur, c'est un joueur qui te donne beaucoup de solutions, spécialement l'attaque de la profondité. C'est quelque chose de très important. La capacité de finir dans la surface, que c'est quelque chose qu'il a. Et la capacité de travailler défensivement, que sont trois choses qu'on est tous d'accord. Vitinha, je crois que c'est un joueur comme tout le monde qui a besoin d'une période d'adaptation et c'est vrai que la gestion au niveau club, et j'ai dit la même chose, on doit se mettre tout le monde à analyser les questions avec beaucoup d'auteur et beaucoup d'analyse. Vitinha est arrivé un jeudi, il l'a fait jouer après un dimanche, au samedi contre Nice. Je ne me rappelle pas les jours qu'on a joué contre Nice. Après, il y a eu une rotation dans l'étape de jeu. Peut-être que ça, c'était nécessaire et toutes les décisions qu'il prend un entraîneur, il y a toujours un pourquoi. Et il y a toujours un respect qui doit venir face aux dirigeants. En même temps, dans la balance, on doit dire qu'un attaquant, il vit toujours de sa confiance. La confiance qu'il a en un attaquant, je crois que c'est la position où tout le monde il doit avoir plus de confiance pour pouvoir avoir de la réussite sportive. En plus, quand c'est la première expérience d'un joueur portugais qui vient du nord de Portugal, ce sont toujours des petites considérations qu'on doit prendre, spécialement que tu habites beaucoup dans ses confiances. Ce que c'est vrai, c'est qu'on pouvait avoir plus de performances pendant les premiers mois de Vitinha. C'est vrai en même temps qu'il a besoin d'un temps d'acclimatation que c'est nécessaire pour tous les joueurs. C'est vrai en même temps que Vitinha vient d'être un des meilleurs attaquants du championnat portugais. Il était le meilleur buteur dans ce moment de l'Europa League. Ce sont tous les concepts à prendre en considération, mais avec les jeunes attaquants, spécialement dans une ambiance difficile comme c'est ici. Et aussi, c'est vrai, il faut se dire les choses, en concurrence avec Alexis Sanchez, avec la compétitivité, que ça c'est positif, d'Alexis, qu'il ne veut pas laisser ni moins une minute parce qu'il aime le football, il veut tout jouer pour continuer à performer, que c'est tout à son honneur, c'est plutôt compliqué pour la concurrence qu'il a. C'est l'analyse de la façon plus transparente et honnête que je peux faire. Karim. Président, bonjour. Ma question était la suivante. Tout à l'heure, vous parliez de stabilité, de vouloir faire progresser le club et de vouloir continuer longtemps dans ce projet. Donc ma question est la suivante, c'était de savoir qu'en était-il de la formation. Il y a eu pas mal de joueurs dont le contrat n'a pas été reconduit. Et sachant qu'on sait que vous aimez bien les jeunes joueurs, etc., concrètement, est-ce que vous avez un plan pour la formation sur la saison à venir, sur le projet à venir que vous êtes en train de mettre en place? Est-ce qu'on peut compter sur ça, de nouvelles infrastructures, tout simplement une refonte complète pour pouvoir tirer profit à nouveau à Marseille, parce que c'est un peu la difficulté que l'OM rencontre depuis longtemps. Est-ce que ça fait partie de votre feuille de route et de vos ambitions? C'est la formation, et les centres de formation, c'est quelque chose de très important pour quel que soit le club. Pour des motifs. C'est un pilier d'identification du club. Un club
qui n'a pas un centre de formation performant, il va avoir moins de sens d'identification avec ses supporters. Et je n'aime pas ça. En même temps, c'est un pilier très important à niveau économique et sportif. Pour une simple raison. Tu dois compléter toujours tous tes effectifs avec des joueurs des centres de formation. Ici à l'OM, c'est un problème qu'on peut déjà cataloguer d'historique pour des différents motifs. Il faut analyser. La première chose dans l'analyse, c'est qu'il faut changer. Oui, on a changé. Je suis très content avec le travail qu'il a développé par Marc Otero et Jean Danilou. Dire la vérité. Maintenant, je suis content. On a pris des décisions fortes pendant la saison. On va continuer à prendre des décisions fortes dans l'avenir parce que je crois que c'est nécessaire. Quelle est la première erreur? Il y a des erreurs qui sont très importantes. Que pour quelqu'un qui arrive de l'étranger et on veut mettre beaucoup d'importance au centre de formation, on avait. Un, c'était, et je vais être très clair et très sincère ici, il manque de rigueur, de discipline et de règles, que c'était complètement inacceptable et même c'était honteux. La manque de rigueur et de discipline, c'était honteux. Ça, c'est quelque chose que c'est inacceptable et c'est quelque chose que ça a habité dans l'ambiance depuis longtemps. Dans la vie, quelle que soit la chose que tu veux faire, sans exigence, sans discipline et sans amour pour les choses, c'est impossible de rien faire. La deuxième chose, et ça c'est lié aussi au procès de construction qu'on veut donner, c'est les infrastructures. Oui, on a un projet de changer beaucoup de choses au niveau des infrastructures, parce que c'est tout à fait nécessaire. Que ton deuxième équipe, ton équipe féminine, ton équipe de 19 ans, il passe de jouer au campus. Okay, il y a des choses positives, il passe de jouer au campus. Que néanmoins les jours qu'il pleut. Tu dois aller avec un parapluie pour ne pas prendre la pluie. Que quand on a joué le premier match de Youth League, il faisait 50 degrés dans ce terrain. Comment tu veux passer de ça au vélodrome? Avec tout mes respects, non? Et après, tu prends de la hauteur et tu prends ton analyse et tu dis, bon, dans ma dernière expérience, que c'était à Valence, on jouait au Puchades, que c'était un stade à l'intérieur du centre sportif, où tous les jeunes joueurs ils jouaient d'avant à 4000, 5000 personnes tous les week-ends. Moi, tu as un passage un peu à moyen. Tu ne peux pas passer avec le niveau d'exigence et le niveau de pression qu'il y a à l'Olympique de Marseille de jouer dans ces conditions à jouer au vélodrome. Spécialement parce que même si tu as un joueur que c'est d'un certain niveau, cette deuxième équipe, ce n'est pas éducatif. Parce que tu ne joues pas dans les bonnes conditions. Après, il y a une bonne éducation. Je ne parle pas des catégories. National 3, National 2, pour moi, ça ne change rien la catégorie. Ça change le contexte. Je rappelle que les meilleurs Barcelone, on dit ça tout le temps ça en Espagne. Les meilleurs Barcelone de Guardiola, tous les joueurs, ils venaient de jouer en tercera division, que c'est comme en cinquième division. Ils ne jouaient pas en deuxième division, ils ne jouaient pas dans la seconde division B, ils jouaient quatrième division. Tercera division, que c'est en compétition régionale. C'est le contexte. Tous tes matchs à domicile doivent être des matchs performants. Tous tes matchs à l'extérieur doivent être dans des conditions difficiles, mais dans lesquelles tu comprends à être adulte. Notre procès, ça passe pour un renforcement des valeurs et des niveaux et des conditions de jeu de cette deuxième équipe et de l'équipe de moins de 19 ans. C'est complètement nécessaire. Ça va apporter un niveau d'exigence que c'est plus grand. Cette saison, même encore, on avait des joueurs qui venaient à s'entraîner 40 minutes avec l'équipe première, ils ne tenaient pas l'entraînement. Impossible. Et comme dirigeant, inacceptable. Bruno. Deux petites questions par rapport à l'entraîneur, Pablo.
Est-ce qu'on pourrait le connaître là d'ici la fin de la semaine ou dans les 15 jours déjà, s'il vous plaît? Pour se donner en date, c'est compliqué, spécialement parce qu'on doit tenir en considération un bilan entre plus tôt tu as ton entraîneur, mieux c'est, spécialement parce que c'est très important pour nous ces playoffs et on doit anticiper au maximum possible tous les processus de recrutement et de l'entraîneur parce qu'on doit commencer à travailler dans les meilleures conditions possibles parce que ces playoffs, ça devient un grand objectif, naturellement. En même temps, tu ne dois pas tomber dans la précipitation. C'est ce bilan entre la précipitation et chercher d'anticiper l'entraîneur. Mieux c'est une très bonne nouvelle pour les clubs. Mais la chose aussi importante, c'est qu'il faut trouver le bon profil, qu'il aille l'envie, la personnalité, la modalité et le style de jeu qui s'adapte à ce qu'on veut proposer. Deuxième question. Alors, c'est pas du tout une question piège, mais est-ce que cet entraîneur doit parler français selon vous? Ça fait 2 ans, 2 saisons qu'il y a des entraîneurs qui ne parlent pas français. Les supporters disent que ça crée quelque part un fossé entre l'entraîneur et eux. Il y a, je sais pas, 100, 120 conférences de presse pour un entraîneur dans la saison à l'OM. Est-ce que pour vous, ça peut être aussi un étranger qui parle français, mais est-ce que c'est quelque chose de primordial ou pas? Je réponds avec 3 choses. Le langage de football, c'est universel. En même temps, c'est en plus parler français, parce que c'est la langue qu'on parle tous ici. Même à niveau directoire, etc., quand il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas hispanohablante, comment dire l'espagnol de langage, on a la règle qu'on est obligé à parler français. C'est une question de respect, c'est une question d'adaptation dans l'environnement. Sans plus. Sans plus pour l'entraîneur. Ça, c'est en réalité. La troisième, je ne vais pas plus accepter, je répète, je ne vais pas plus accepter le fait d'avoir un coach qu'à la fin d'une saison, il ne parle pas français. C'est quelque chose. Quand je suis arrivé en Italie, en 3 mois, j'étais obligé à parler italien. Je ne parlais pas une parole d'italien, j'étais obligé. C'est quelque chose de respect de la culture et respect de l'institution et respect de ses supporters. Je crois que c'est nécessaire pour s'ambiancer dans un territoire. Romain. J'avais une petite question mercato sur les derniers mercato en Ligue 1. On a vu Lens vendre des joueurs très chers en Première Ligue. On a vu Rennes vendre des joueurs très chers en Première Ligue. Lyon, Monaco au dernier mercato hivernal exactement, même Brest. Et l'OM, non. Si on doit se rapporter, alors c'est pas avec ça qu'on constitue un modèle économique à Marseille, mais pourquoi les autres y arrivent et pas nous? Est-ce que vous aviez identifié ce problème? Est-ce que c'est parce qu'il faut passer par certains intermédiaires ou autre? Est-ce que vous l'avez identifié et que ça pourrait être réparé, entre guillemets, cet été? Sans être mal éduqué dans la question, dans la réponse, je dois encore comprendre qu'est-ce qu'il te donne pour 20 joueurs comme premiation. Parce que tout le monde parle de ça. À dire la vérité, en Italie, personne ne m'a parlé de ça. En Espagne, personne ne m'a parlé de ça. S'il y a un championnat de vente de joueurs, quelqu'un doit me l'expliquer. Parce que je connais les championnats de gagner des matchs. Ça, c'est la première question et c'est une question déjà que j'ai répondu beaucoup de fois, mais que ça m'étonne. Spécialement parce qu'on doit construire un modèle économique, on doit construire un modèle sportif, mais je crois que le modèle sportif construit toutes les choses qui sont à côté d'un club de football. Pourquoi on peut rentrer dans des différentes questions? Peut-être des choix de club, de refuser certaines offres. On a refusé des offres de l'Angleterre, spécialement parce qu'on considérait que ni était le moment, ni était la situation de vente des joueurs pendant cette saison. Je parle pas en hiver. Une autre question, c'est aussi vrai qu'avec les niveaux de salaire qu'on a à l'Olympique de Marseille, c'est plus difficile de vendre des joueurs dans un certain chiffre que dans des autres clubs, spécialement parce qu'avec ton niveau de salaire,
tu dois être le tremplin qui vend au top club. Si tu veux vendre cher tes joueurs, avec le niveau de salaire dans lequel on est établi. On peut dire qu'à niveau européen, c'est moins, de donner des indications générales, d'un Betis ou Villarreal en Espagne, le niveau de nos salaires. À niveau français, on peut dire qu'on est hors du Paris Saint-Germain dans ce deuxième escalon, avec beaucoup des autres clubs. Je dis ça dépend beaucoup. Si tu as de très bas salaires, tu peux demander beaucoup de prix de transfert pour tes joueurs. Ça, c'est une règle basique dans le football, spécialement parce que tout le monde joue la même économie. Mais en même temps, tu dois avoir le niveau des joueurs nécessaires dans ces cas pour vendre des joueurs au niveau supérieur au tien. Beaucoup de clubs, parce qu'on se parle de la Premier League comme Eldorado, non? Maintenant, dans le football actuel, et tout le monde attend qu'un club de Premier League il arrive à t'acheter tes joueurs. Je crois que cette prochaine saison, 60% des clubs de Premier League ils vont avoir des problèmes avec le fair play interne. Je crois dans l'économie de football que soit pérenne, que soit soutenable. Si ça existe la parole en français, pardon. Tu ne peux pas dépenser plus de ce que tu as. C'est pour ça que le modèle économique de la Premier League, dans beaucoup de cas, je ne crois pas beaucoup. Et ça se voit maintenant avec beaucoup de problèmes qu'ils vont avoir les clubs. Stan. Oui, bonjour Pablo. Petite question, est-ce que vous avez des nouvelles du TAS dans le dossier Pape Gueye et dans quelle mesure est-ce que ça peut vous créer des problèmes dans le dossier de l'entraîneur et du mercato ensuite? Merci. On n'a pas de nouvelles. La question du TAS, j'ai lu beaucoup un peu de confusion, spécialement parce que dans le moment qu'il n'y a pas de filtration, et jamais il y a fait de filtration du TAS, dans ces moments, tout s'est donné à l'interprétation. On avait plus ou moins l'idée que la décision, ça pourrait tomber pendant l'été. On n'a pas de confirmation. Comme c'est toujours le cas avec les TAS, on saurait un peu avant quand la décision, ça pourrait être prise. Par règle, je ne commenterai pas avant des décisions judiciaires. C'est l'État à la justice de donner sa opinion. Je crois qu'on a donné de bons arguments juridiques à notre faveur. Mais en même temps, c'est vrai qu'on continue à travailler dans une façon normale, spécialement parce que la logique nous dit qu'une décision du TAS, que ça tombe pendant un plan en mercato, la logique nous dit, il ne va pas empêcher de continuer à pouvoir faire du mercato pour une logique équitable avec le reste du club. De toute façon, ce que je peux commenter sur ces questions, c'est que je suis très content avec les arguments juridiques et la stratégie juridique que nos avocats ils ont tenus pendant la part finale du procès. Jean-Claude. Dans quelle mesure tes collaborations successives avec les précédents entraîneurs nourrissent ta réflexion sur l'identité du prochain coach? Autrement dit, quels sont les aspects négatifs de tes collaborations avec Sampaoli et Tudor que tu ne veux pas reproduire avec le futur entraîneur? C'est stabiliser dans la duration, si on peut dire comme première réponse. Je tiens à tenir les choses positives, non, de chacun entre eux, spécialement parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Jorge Sampaoli, spécialement d'ambition de football qu'il m'a fait agrandir. Et je voudrais plus que voir les choses négatives dans lesquelles je chercherais d'éviter, que là-bas on pourrait plus mettre en adéquation quel type de gestion du club on veut imposer. Que ça, je crois que c'est la question clé. Le fonctionnement des clubs, ça doit être dicté par les clubs et non par l'entraîneur ou par les joueurs. Mais je chercherai à tenir les choses positives qu'on a construites dans les dernières années. Non? Je crois que de Jorge Sampaoli, si je peux tenir une chose importante, très importante, c'est sa volonté toujours de gagner et de donner ses cultures de gagner dans les petits détails.
l'importance du résultat et l'importance d'avoir ces volontés toujours de gagner. Ça, c'est une chose que Jorge Sampaoli il a et que je voudrais donner beaucoup de continuité à cette idée. Et en même temps, tous les bases de construction que nous a donné Igor Tudor dans tous les aspects de ce qu'il doit être la relation club-entraîneur-joueur, spécialement toutes les dures et difficiles décisions qu'il a dû prendre pour tenir le niveau de discipline, de rigueur, de responsabilité et établir derrière les disciplines à l'intérieur d'un club, qui ont été loin des standards européens, et il nous a donné beaucoup de choses positives là-bas. Karim. Bon, je suis désolé, je vais inventer un nouveau concept. J'ai 3 petites questions. Ah oui. Donc, la première, mais ça va être des petites questions. On a parlé du cas Alexis Sanchez tout à l'heure. Il y a un joueur qui est en fin de contrat à l'Olympique de Marseille qui s'appelle Sead Kolasinac. Je sais que le club aimerait bien poursuivre avec lui. Où on en est? Est-ce que le dénouement est proche? Est-ce que les supporters peuvent espérer le fait de garder Kolasinac? Sur Sead, les conversations ont été pendant les dernières semaines. Il y a eu un premier moment de négociation, maintenant ils se sont intensifiés. C'est vrai que dans la réflexion générale et dans toute honnêteté, c'est nécessaire de bien analyser avec les nouveaux coachs le profil de Sead en étant un profil très particulier, parce qu'il y a un joli entre défenseur central et latéral gauche très défensif. Dans la configuration du nouveau entraîneur, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un latéral défensif? Je crois qu'un équilibre, oui, avoir un joli, je crois qu'un profil polyvalent, c'est plutôt nécessaire. Mais si demain il arrive un coach qui veut jouer seulement qu'avec des latérales offensifs, ça serait aller contre-courant un peu dans la décision avec les consensus que j'ai parlé avec les nouveaux coachs. Mais surtout, c'est vrai qu'on a intensifié un peu les conversations, mais avec toute honnêteté avec lui et son agent. Et en même temps, c'est quelqu'un dans lequel on a un très grand respect pour lui, spécialement le professionnalisme, le caractère et personnalité qu'il a. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup et on tient à notre considération. La deuxième, elle est sur en début de saison, vous nous avez parlé de plusieurs objectifs, les objectifs sportifs, les objectifs de structure au niveau du club et essayer d'être le plus proche de l'équilibre financier en fin de saison au 30 juin. Où en est le club au moment où le passage de la DNCG devra être validé et surtout les comptes vont être clôturés? Si je peux donner des questions qu'on n'a pas beaucoup parlé à niveau de structure, à niveau de club, je suis très content avec tous les développements qu'on a fait. C'est quelque chose que je tiens à remercier Pedro Iriondo, Javier, Stéphane Tessier, spécialement parce que le travail qu'ils ont fait dans le quotidien pour donner de la sérieuxité, de la rigueur et de l'ordre en situation que ce n'était pas du tout facile, si on peut dire. On a eu beaucoup de développement et beaucoup de choses positives dans lesquelles je suis très content, spécialement même avec les managers d'un niveau inférieur. Là, c'était pas facile dans des différents cas, mais je crois qu'on est dans une très bonne direction dans laquelle je suis très content et très satisfait. À niveau financier, on est dans une tendance, je dis pas positive parce que pour moi ça doit être la normalité du football. On est dans la direction correcte. Si on peut dire ça, on va faire à la fin de cette saison un résultat économique que c'est le meilleur depuis longtemps, mais ça s'est fait avec beaucoup de rigueur, tout ça qu'on demande aussi sur le terrain, beaucoup de discipline, spécialement avec des différentes situations que pour nous sont importantes. C'est vrai qu'on a un accélérateur qui bilance tout. Il faut, comme je dis toujours, que c'est CBC, mais CBC, ça doit nous aider à mettre plus d'argent, à acheter plus de joueurs, parce que ça serait un témérité. Et ça serait quelque chose
que comme dirigeant, je ne peux pas accepter ni valider. C'est quelque chose que l'argent de CBC, ça doit t'aider à structurer ton club pour arriver à un nouveau cycle en 2024-2025. Qu'on rappelle qu'il a un nouveau tender des droits de télé en France, national et international. C'est pour ça que c'est important à niveau international la participation dans les compétitions européennes et la performance, parce que là-bas, il y a beaucoup d'enjeux positifs pour l'Olympique de Marseille. Et il y a en même temps en question que c'est la nouvelle répartition des droits de participation et de compétition dans les nouvelles compétitions européennes. Que ça va être aussi quelque chose d'important. Pour ça que arriver, ce qu'on a comme projet économique, c'est d'arriver dans 2024 avec la 2024-2025 avec la plus grande stabilité économique qu'on peut avoir, parce que ça, c'est le moment d'ouverture dans un nouvel cycle de 3 à 4 saisons dans le football actuel. Et c'est notre responsabilité, c'est quelque chose dans lequel je suis content de la tendance actuelle. Je suis content de la responsabilité de tous mes collaborateurs, spécialement parce que changer ces dynamiques, c'était très dangereux pour la finance du club. C'est une très bonne nouvelle. Allez, Et pour terminer, désolé les amis, c'est une saison longue, c'est une saison difficile sur plusieurs plans. On a vu les 2 derniers mois l'institution sortir des communiqués de mécontentement par rapport à plein de choses autour de l'arbitrage, autour de la considération des erreurs. On a l'habitude de dire à la fin de la saison tout s'équilibre, mais c'est pas vrai, on le sait. Là, le club a déposé un recours devant la Fédération française de football concernant le cas Dimitri Payet, mais on a bien compris derrière que c'est pas uniquement la protection de Dimitri Payet qui est recherchée. Il y a autre chose, parce que sinon il y aurait d'autres chemins peut-être qui auraient été pris par le club. Quelle est la position en cette fin de saison du président de l'Olympique de Marseille? Je tiens à préciser une chose sans être un expert juridique. On commence pour la fin. Je n'ai pas compris toutes ces polémiques de choisir un instance ou l'autre. Non, spécialement parce que l'effet suspensif, ça n'existait pas. Alors, il faut clarifier les choses. On a vu avec la décision du Stade de Nantes la dernière journée, c'est du CNOSF, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que prendre les choses à la légère, c'est quelque chose que c'est pas positif pour personne. Avec une deuxième question que c'est plutôt important, c'est de comment on a affronté ces fins de la saison. Je crois qu'on a fait des erreurs pendant la saison, que c'était d'attendre beaucoup jusqu'à arriver à ce point. Jamais dans la vie, c'est important d'arriver dans un point de rupture. Je crois qu'on pourrait améliorer la façon dans laquelle on a fait ce type de choses, mais en même temps, c'était une décision personnelle dans laquelle j'assume toute la responsabilité de chercher avec un comportement qu'on voit dans des autres championnats, chercher de changer les choses et de chercher toujours d'avoir une responsabilité avec ce qu'on veut construire comme institution. Dans les moments que tu te sens encore moins respecté, quand tu cherches d'être irréprochable à niveau institutionnel, ça me dérange beaucoup à niveau personnel. Et spécialement, ce que je dois comprendre, et on doit tous comprendre, c'était d'améliorer sur la communication dans toutes les différentes questions. Et spécialement, toujours avec un unique objectif, que c'est de défendre nos intérêts dans une façon correcte et respectueuse, mais défendre toujours les intérêts de l'institution. C'est quelque chose dans lequel j'ai fait de l'autocritique. Important faire ce type d'autocritique, mais dans lequel je me suis senti très mal à l'aise avec beaucoup de réponses. Et spécialement, c'est ça qu'on parle avec les différentes ressources. On doit protéger l'institution, que c'est la chose la plus importante. On doit éviter qu'une commission de discipline ait le droit de réarbitrer autour des vidéos les matchs. Alors, on annule la barre. Charles-Alexandre.
Oui, bonjour. Une petite question aussi, Mercato, sur le retour. Quel bilan vous faites des joueurs qui ont été prêtés par l'Olympique de Marseille et quel avenir vous leur prêtez? Je pense par exemple à Isaac Touré qui a fait une bonne saison. Ils ont tous eu des fortunes diverses. On a vu Luis Enrique qui a eu un peu plus de mal aussi au Brésil, Milik qui a beaucoup joué au début, qu'on n'a pas beaucoup vu en Europe. Quel bilan vous faites de ces joueurs et quel est leur avenir à l'Olympique de Marseille? On peut rentrer cas par cas dans l'analyse en général. C'est vrai que l'analyse individuelle sur la continuité, peut-être dans un effectif, ça se fera pendant les prochaines semaines. On n'a pas encore fait dans ces constructions d'effectifs. Si on va cas par cas, je ne suis pas d'accord avec la tendance. Déjà, je prends l'opportunité d'être opportuniste dans le moment actuel. Luis Enrique, maintenant, il est dans une tendance positive au Brésil. C'est vrai qu'avec beaucoup de difficultés, spécialement pour un moment dans sa vie personnelle, que ça a basculé beaucoup de choses. Il faut d'abord tout ça en considération dans les joueurs. Il a passé un moment très difficile dans sa vie personnelle. On a la situation, on va cas par cas, des joueurs comme Jordan Amavi, Paul Lirola, Conrad de la Fuente, qui n'ont pas eu beaucoup de participation dans leur club. C'est-à-dire que c'est un prêt pas constructif. Je cherche de penser si on a des joueurs encore dans ces situations. Il y a des prêts dans les joueurs, ils tiennent où ils ont pris les valeurs. Je crois que la saison de Milik, c'est plutôt correct. C'est considéré comme une saison, même à l'intérieur de la Juventus, comme une saison très correcte, beaucoup appréciée par leurs coachs et par leurs dirigeants. On a un prêt Isaac Touré, que c'est un prêt très positif. Il a joué un minutage que c'était important, avec un développement dans le jeu et dans l'adaptabilité dans la Ligue 1 que c'était positif. Un prêt sans participation de Salim, qu'il était à Valenciennes. Je cherche de penser dans... Après, il y avait des prêts avec obligation d'achat, comme c'était le cas de Kevin Strootman et Nemanja Radonjic. Et si je crois, tous les prêts sont... Je crois que sont tout. Ok. Oui, avec des pénaltys d'Embarba, dernière minute. Dernière minute d'hier, mais on peut la considérer comme un prêt qu'il a eu après des commences difficiles à Almeria sans beaucoup de performances. C'est vrai qu'il était très important. Avec les chiffres d'annotation, j'ai pensé que ça pourrait être plus haut, mais le nombre d'assises qu'il a fait dans ces parties finales de la saison Luis Suarez, c'était très important. Mais je peux confirmer qu'avec la maintien d'Almeria, il passe dans un transfert définitif à Almeria avec la maintien. Hugo. Une petite question. Une petite question d'actualité, s'il vous plaît, Président. Il y a donc une famille de supporters marseillais qui a été agressée samedi soir à Ajaccio. En tribune. Je voulais un peu connaître le sentiment du club par rapport à ça. Ils étaient invités, mais peut-être par une compagnie privée. Et est-ce que selon vous, il y a eu des manquements au niveau sécurité au stade François Coty voilà. Première chose, ça c'était un de mes moments plus tristes à niveau personnel que j'ai vécu pendant les dernières années. Spécialement parce qu'on était dans la loge à côté. Je n'ai pas vu les moments des incidents, parce qu'on est arrivé plus tard. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé, j'écoutais. Ces situations m'ont laissé samedi en choc pendant une heure. Je n'étais pas moi-même là-bas parce que je ne peux pas comprendre. Première chose, comment agresser un enfant. Deuxième chose, comment te permet de faire une situation comme ça avec des gens en difficulté. C'est pas ni humain et ça te fait poser des questions de pourquoi on fait du football, que c'est pour te transmettre de la bonheur. Et si je suis sincère, à titre personnel, je demande à tous les joueurs, chaque fois qu'il y a des enfants,
d'être plus qu'irréprochable. Parce que sont l'avenir, et spécialement, je crois qu'on fait des football pour les supporters, mais les sourires d'un enfant, quand il fait ses professions, c'est quelque chose que j'ai dit que c'est magique. Avec ces valeurs que j'ai, voir toutes les conséquences qu'ils sont et ça, quand ils te retrouvent les petits Kenzo qui tremblaient quand on est arrivé là-bas à voir qu'est-ce qui s'est passé, à parler avec lui, à chercher de lui mettre comme ça, tout ça. Je te dis qu'est-ce que j'ai à faire avec cet sport et cette société. Ça, c'est la première réaction que, à titre individuel, je peux avoir comme personne. De dire quelle classe de malade mental se permet de faire ça. Parce que c'est un malade mental, qu'il n'y a pas la place dans la société. Deuxième chose, il y a une faille de sécurité. Dans le moment qu'un enfant se fait agresser dans un stade de football, oui, il y a une faille de sécurité. Troisième question, à niveau institutionnel, on a cherché de faire le maximum. Il est descendu au bord terrain à voir la part finale de l'échauffement, même si je m'imagine qu'il avait zéro envie de continuer à être dans cet stade. Il est venu à la fin dans les couloirs à la sortie des joueurs. Néanmoins, avec ça, on a été à la hauteur de donner au moins un petit moment de joie. Je ne dis pas que les joueurs ne se sont pas rapprochés, je dis seulement avec les résultats qu'on pouvait sortir au moins avec un petit sourire. On est sortis tous déroutés, je m'imagine, ou j'espère. Et nous, à niveau institutionnel, on a fait tout le possible pour qu'il passe un moment à l'aise à suivre son équipe. Même à son frère, pas seulement au petit, son frère, il était sincèrement traumatisé. C'est quelque chose que c'est pas humain, mais dans lequel, à dire la vérité, je me suis posé la question pendant une heure de qu'est-ce qu'on fait dans le football s'il y a des situations comme ça, sincèrement. Bruno? Oui, Pablo, deux questions sur le stade Vélodrome. Est-ce que, on sait que le maire veut le vendre, hein, le maire de Marseille, est-ce que l'OM est éventuellement intéressé? Vous parlez d'un club qui perd beaucoup moins d'argent. Votre but, c'est de le ramener à l'équilibre plus les saisons vont passer. Est-ce que ça peut intéresser Franck Macourt, par exemple, et l'OM de le racheter ou pas? Question de stade, c'est une bonne question. C'est une bonne question toujours. À dire la vérité, ce n'est pas un sujet dans ces moments d'actualité dans les clubs. Pour un motif, non? Penser dans ces moments dans la situation qu'on a pris en faire dans un soin intensif. Tu cherches de les mettre en plan, tu cherches de les stabiliser. Après de sortir, je crois qu'on perdrait la dimension de la situation dans les moments qu'on cherche d'être plus grand de ce qu'on est en réalité à niveau économique. Ça, c'est ma première réponse, que c'est acté avec de la responsabilité comme dirigeant. Après, c'est quelques questions toujours qui est sur la table dans un avenir. Je ne dis pas à long terme et repousser la question, mais à moyen terme, on doit étudier les modèles financiers du stade, spécialement pour des négociations. Ce que j'aime pas déjà, c'est une question de devoir négocier un par un tous les contrats de loyer du Vélodrome. C'est pas une question que conclème ni te donne de la stabilité, ni c'est quelque chose dans lequel on se sent à l'aise avec comme équipe de dirigeants. Vous l'avez dit tout à l'heure, et ça c'est peut-être la plus belle des satisfactions, c'est d'avoir eu ce Vélodrome plein à tous les matchs. Voilà, c'est quelque chose d'unique. Alors c'est une question que j'aurais pu poser à Pedro, mais vous avez eu, je crois bien, à peu près 45 000 abonnés, ce qui est aussi un record. Ça veut dire en gros qu'il y a 15 000 places à vendre à chaque match, hein. Est-ce qu'il y a une volonté d'augmenter le nombre d'abonnés? Voilà, c'est aussi peut-être une demande. Est-ce que c'est nécessaire selon vous ou pas, puisque le stade se remplit aussi avec la vente à tous les matchs des billets à l'unité? Sur la question des 45 000, si je ne me trompe pas,
on est plus à côté de 40 000 que de 45 000. 44 000 avec les partenaires. Oui, on parle, Les hospitalités. on parle avec les hospitalités. L'objectif plutôt que c'est une stratégie commerciale du club, c'est de trouver un équilibre dans lequel on a un nombre d'abonnés qu'on aimerait d'augmenter jusqu'à arriver à notre maximum et aussi donner la possibilité à des gens d'acheter des billets. Sinon, ça serait quelque chose que c'est pas balancé. En même temps, depuis les premiers jours qu'on est arrivé comme équipe dirigenciale, c'était une volonté personnelle à tenir la vérité, c'était de passer d'être un club qui vendait des billets à être un club avec un club plutôt stable à chiffre d'abonnés. Je considère qu'un club stable et en santé, c'est un club qui y a une affluence régulière et stable au stade et en même temps que les supporters ils comprennent la nécessité du club de vendre des billets. Mais c'est aussi difficile parce que dans ce moment avant un sold-out, c'est aussi quelque chose que je recommanderais à tout le monde de se faire abonner. Spécialement parce qu'il peut y avoir des grandes affiches qui arrivent que tu ne peux pas trouver de billets, spécialement parce que la chiffre d'abonnés, on espère que ça continue à augmenter. C'est important avoir la régularité. Un club qui vend des billets seulement, c'est un club qui vit des moments passionnels. On est dans un ville passionnel et on doit respecter tout ça. Plus de régularité on a au stade, plus d'affluence on a au stade. Je considère que pour la stabilisation d'un projet, pour la sérénité d'un projet, c'est quelque chose que c'est important. Mais c'est quoi, 45 000 abonnés, 50 000 abonnés? Quel est l'objectif du club? Notre objectif du club, c'est plutôt, on a ici Pedro pour les remèdes, c'est d'arriver au chiffre des sold out, que ça serait un peu plus haut de 45 000 abonnés. C'est ça où ça serait les sold out, surtout parce que entre les supporters adversaires, entre les billets que tu es obligé un peu de sortir à la vente, entre chercher un peu l'équilibre et donner l'opportunité à tout le monde de venir au stade, tu dois trouver le juste milieu, mais on les considère plutôt un peu plus haut de 45 000. On va prendre les trois dernières questions. Pablo, ça fait 1h20. C'est la limite des questions, c'est la limite de temps. Il y en a trop. J'ai vu 3 mains levées, alors on va continuer. Flo. Oui, Pablo. Non, je voulais évoquer le poste de gardien de but. Est-ce que vous êtes satisfait des performances de Paul Lopez ou est-ce que la question d'un recrutement d'un gardien se pose? Et si un gardien devait arriver, est-ce que c'est un gardien qui vient pour le concurrencer ou vous décidez éventuellement de mettre un vrai concurrent, c'est-à-dire un gardien qui est amené à prendre la place de Paul Lopez? Je considère la saison de Pau comme très positive. Et en plus, avec des moments qui sont difficiles, que c'est pour la propre configuration de l'équipe, la plus grande part des interventions qu'il a dû faire sont des situations de 1 contre 1. En plus, la façon de jouer, c'est pas comme je discute beaucoup avec John Pasqua. Notre façon de jouer, c'est quelque chose que pour les gardiens, c'est vraiment quelque chose qui les met en difficulté. Non? Quand tu te joues des duels individuels sur tout le terrain et tu perds un duel, normalement, les attaquants, ils ont plus de probabilités quand tu gagnes un duel d'avoir une occasion que c'est clair que d'avoir une occasion contre un bloc plutôt de défense zonale. Après, c'est vrai aussi que ça te porte à des autres bonnes choses. Je suis très satisfait avec la saison de Paul Lopez, à dire la vérité. Je crois qu'il a eu beaucoup d'améliorations sur des différents concepts. Les domines de la surface, je crois que c'est un gardien qui a beaucoup plus dominé la surface. Spécialement, il a eu beaucoup de progression dans ces dominations de la surface, spécialement dans des situations de corner et de coupe de pied arrêtées, dans lesquelles il a une domination de la surface beaucoup plus supérieure à ce qu'il avait la saison dernière. Et je crois qu'à niveau technique, dans la technique des gardiens, il y a des développements pendant la saison. Après, c'est la performance, c'est normal. La part finale de la saison, dans laquelle toute l'équipe il était moins performant, c'est qu'avec ces façons de faire du football, dans le moment qu'un joueur il fait une erreur,
c'est plus compliqué quand tu joues avec une organisation collective qui te porte à défendre dans une façon déterminée. Peut-être que c'est plus frustrant pour un gardien de subir un descente de toute l'intensité du collectif. Pour la prochaine saison, j'étais très content avec la configuration des gardiens qu'on a fait cette saison. Je tiens à remercier le travail de Rubén Blanco pendant la saison parce que chapeau, Rubén Blanco, que personne l'a dit et j'étais dégoûté de comment il a dû sortir du terrain parce qu'il méritait. Il méritait de jouer ces derniers matchs parce qu'il a travaillé pendant toute la saison. Toujours, il était dans un comportement très positif. Toujours à chercher de mettre de la compétition et de chercher de mettre beaucoup de pression à Pau dans une façon très élégante et très compétitive. J'aimerais continuer avec cette dynamique parce que ça a créé une situation d'équilibre des gardiens que c'était une des choses plus positives que j'ai vues dans les clubs ces dernières saisons. Cette ambiance qui existait dans la section des gardiens dans les entraînements, c'est quelque chose de positif. Oui, c'est quelqu'un du club, c'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup. On est très content avec le travail qu'il a fait Jean Pasqua. Il va continuer. Karim. Président, l'année dernière, vous avez réussi un très bon coup, il y en a eu plusieurs, mais un très bon coup en recrutant Alexis Sanchez. Sa condition était aussi que l'OM participe à la prochaine Ligue des Champions. Or, pour l'instant, l'OM doit jouer un tour préliminaire. Est-ce que déjà, ça commence à jouer dans votre futur mercato? Est-ce que déjà, vous aviez déjà des noms qui ont de l'expérience, comme Alexis Sanchez, où ça pourrait être déjà plus difficile à avoir tant qu'on n'est pas sûr de participer à la prochaine Ligue des Champions? C'est plus difficile, oui. Spécialement parce qu'il y a un groupe de joueurs, spécialement dans certains niveaux en Europe, que l'essence qu'ils sont dans les mouvements entre clubs, c'est la participation en Ligue des Champions. Ça, c'est une réalité du football. En même temps, c'est un pari aussi que beaucoup de joueurs ils doivent faire. Et je crois qu'on est plutôt attractif pour beaucoup de joueurs qui veulent venir ici au club. Au moins, les réponses, je m'attendais des pires réponses dans l'approximation, dans des différentes conversations avec des différents joueurs. Ça, c'est une vérité. En même temps, tu ne peux pas attendre jusqu'à la fin des playoffs parce que ça peut être le 29 ou 30 août pour configurer ton équipe, parce que ça serait une responsabilité. Bruno. Pablo, il y a une entreprise marseillaise qui est la CMA-CGM qui va devenir le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille avec apparemment un contrat très intéressant pour l'OM. C'est une société qui a gagné beaucoup d'argent ces derniers temps et son patron, Monsieur Saadé, adore l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une société qui pourrait investir un peu plus dans l'Olympique de Marseille ces prochaines années? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous discutez, vous ou d'autres dirigeants, avec cette société-là, s'il vous plaît, à l'avenir? Tout d'abord, je tiens à remercier la confiance de CMA-CGM pour devenir mon sponsor de l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose qu'on considère très favorablement, que c'est d'avoir l'environnement économique local avec nous. Et ce geste de CMA-CGM d'être le main sponsor du club, c'est quelque chose que pour nous, c'est très agréable, très remerciant. En plus, toutes les conversations qu'on a eues dans la négociation de cette partenariat sont été, c'est dit clairement, avec la fonction des sponsors. Rentrer dans plus de discussions, c'est rentrer dans les spéculations du monde actuel sans avoir de la rigueur, à dire la vérité. C'est un sponsor. On est très content entre nous d'avoir ce type de relation. Ils vont nous aider. C'est pas seulement un sponsor, comme on dit, c'est un coopérateur aussi dans beaucoup de projets qu'on veut développer tous les deux à Marseille, autour de la fondation, autour des 3e mois qu'on a lancé le projet pendant les dernières journées, que c'est un projet social basé sur l'éducation, sur les centres de formation, sur les féminins, sur les légendes du club et sur la fondation. Sont des choses qui sont très importantes pour nous, comme club, dans lesquels CMA-CGM, avec toutes les valeurs et les développements qu'ils vont faire, aussi à niveau local,
on est très d'accord et très à l'aise avec cette idée de chercher, de travailler, donner quelque chose à niveau local. L'Olympique de Marseille doit avoir des résultats dans le terrain, mais aussi on a une responsabilité sociale sur le territoire. Mourad. Oui, Président, ça commence à faire long un petit peu. Deux petites questions. Il me semble qu'il y a un joueur parmi les joueurs prêtés qu'on n'a pas évoqué, c'est Pape Gueye. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Un prêt plutôt réussi. Est-ce qu'il est plutôt vers un retour ou est-ce que Séville va vouloir le garder? Et ensuite, la deuxième question, elle concernait le mercato d'hiver. Est-ce que vous regrettez pas peut-être ces choix? Alors, au-delà du fait, c'est sans doute de très bons joueurs, mais Vitinha ou Naïs sont de jeunes joueurs qui avaient besoin d'un temps d'adaptation. Ruslan Malinovski, c'est pas complètement adapté. Et dans le même temps, Lens a pris deux joueurs peut-être un peu moins, fringants ou glamour, en tout cas des joueurs de Ligue 1 établis qui ont apporté immédiatement un plus. Et c'est vrai que avec le recul, on se dit, Lens s'est renforcé au mercato hivernal. L'OM, pas tout à fait. En tout cas, pas dans l'immédiat. Peut-être sur le futur, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Ça commence à avoir la concentration sur la question on commence du marché invernal. J'analyse des situations, non toujours tout le monde on peut améliorer dans la vie, mais c'est vrai, comme j'ai dit depuis les premiers jours, le mercato d'hiver, c'est un mercato de réparation. On a utilisé ce mercato d'hiver pour chercher de construire et de donner de la valeur, spécialement parce qu'on considérait qu'avec Vitinha, on avait besoin d'avoir un jeune attaquant qui nous permettait d'avoir un actif offensif dans ces positions que c'est important dans le marché. Et en même temps, à niveau des joueurs, on voulait avoir on peut dire la particularité de Asedin, qu'il peut te donner des positions, mais spécialement ses conditions techniques. Avec Malinovski, on voulait plutôt quelqu'un d'expérience et qu'il a joué ce type de jeu à nous donner des positions offensives et de nous donner un peu plus d'expérience, on peut dire de performance immédiate. Je la regrette. Analyser chaque situation, à dire, bon, dans un club, on a pris des, ils ont fonctionné. Peut-être que si tu prends les deux mêmes, peut-être que si tu prends tous les deux mêmes, c'est pas mathématique, spécialement il y a l'adaptation, il y a la dynamique d'un club, la dynamique de Lens, à laquelle je tiens à féliciter, c'était impressionnant ce qu'ils ont fait pendant cette saison, et c'est une saison irréprochable dans laquelle ils sont restés dans une dynamique positive pendant pratiquement toute la saison. Tout à leur honneur et mes félicitations, beaucoup de respect. Et en même temps, j'ai dit qu'on a cherché de construire tout ça, spécialement parce qu'on savait qu'avec avec la manque technique d'Amin, que je crois que ça c'était un moment important dans la saison, ces blessures d'Amin, on voulait avoir un joueur aussi de déséquilibre et offensif. Je crois qu'on m'a construit, qu'on va donner des choses pour le futur, qu'on a des actifs. Il faut avoir du temps. C'est vrai qu'après, tu ne peux pas jamais à janvier, le marché de janvier, c'est toujours une chose très compliquée parce que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Dans le cas de Malinovski, il a des difficultés, même lui, il admet dernièrement dans sa adaptation. Il pensait que c'était une chose différente. Naturellement, nous aussi, spécialement parce que tu vas prendre un joueur à côté de 30 ans, tu penses toujours avoir un impact immédiat. Et la première question sur Pape, c'est vrai, et pardon à Pape, parce que sinon je perds tous les joueurs. La saison c'était positive de Pape, avec une participation en Ligue, pas une inscription en Europa League. Et spécialement, on n'a pas mis un accord dans la bande. On a discuté dans le moment du transfert avec un gentleman agreement entre clubs, spécialement pour les bonnes relations qu'il y a entre clubs. Dans ce cas, on n'a pas parlé, seulement des conversations pendant la dernière semaine, c'était pour féliciter Séville, mais Monche Emilio de Dios. Encore, on n'a pas discuté spécialement pour savoir. C'est la vérité que Pape, il a seulement qu'un an de contrat. On doit bien analyser la situation s'il retourne de Séville, parce que spécialement, comme vous savez, je n'aime pas avoir des joueurs jeunes avec un an seulement de contrat. Allez Karim, on va finir avec toi. On termine. Chaque fois que vous venez faire le bilan, vous avez un mot aussi par rapport pour représenter
l'actionnaire, le propriétaire du club. C'est vrai qu'on l'a pas vu en fin de saison à Marseille, alors que les saisons précédentes, hors Covid, il venait un petit peu à Marseille. Comment Franck McCourt, même s'il n'est plus le président du conseil de surveillance, comment il voit l'évolution de l'Olympique de Marseille? Samedi avant le match, non, il m'avait appelé pour m'expliquer, bon, tu dois m'excuser devant tout le monde parce que j'aime beaucoup venir toujours les derniers matchs de la saison pour des questions privées, je ne peux pas assister au match. Bon, tant bien qu'il n'est pas venu en vision des choses, mais c'est quelqu'un que c'est très agréable et j'ai continué à travailler avec lui dans les moments que tu vois les niveaux dans lesquels il cherche de donner de la liberté, mais en même temps de donner des conseils dans la gestion de la gestion du club. C'est quelque chose dans lequel la relation de confiance est très grande. Et de mon côté, seulement, je tiens à remercier. Après, on a beaucoup discuté que la saison prochaine, il faut qu'il vienne un peu plus, surtout parce qu'il m'a dit que ses compromis dans ce moment à niveau de travail, ça ne lui avait pas permis de venir, spécialement parce qu'il a lancé, je crois que tout vous avez vu dans la presse, tous ces projets de technologie, tous ces problèmes, des programmes à niveau social, spécialement sur un peu Internet, etc., de comment utiliser la nouvelle technologie pour faire une meilleure société. C'est un peu comment il est à niveau personnel, non? Avec beaucoup de valeurs qui sont saines. Et à niveau des clubs, je crois, et je tiens aussi en nom de tous les directoires de lui remercier de la confiance et surtout de toutes les bonnes valeurs et de comment il croit, il est engagé à travailler avec nous dans tous les moments. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit toujours, il va venir un peu plus et il a regretté dans ce moment final de la saison que pour ses compromis de travail, il n'a pas pu venir. Merci beaucoup. Merci.